En décembre 1989, des policiers découvrirent une voiture abandonnée sur l'accotement d'une autoroute de Floride, près de Daytona Beach. La voiture appartenait à un homme de Tampa du nom de Richard Mallory, 51 ans, disparu depuis plusieurs jours. Quelques 10 jours plus tard, on découvrit le corps de Mallory nu et criblé de balles de calibre 22 à 3 km de sa voiture. Les policiers interdirent l'accès du secteur afin d'y trouver des indices. C'est Larry Orzepa de la police du comté de Volusia qui était chargé de mener l'enquête. Au début, nous ne savions pas trop ce que nous avions entre les mains. Alors, comme pour toutes nos enquêtes, nous avons littéralement recueilli tout ce qui pouvait être lié au crime. Mais les enquêteurs ne trouvèrent rien de déterminant. Le manque d'indices bloquait la progression de l'enquête. Pendant que les policiers de Volusia tentaient d'élucider ce cas, les policiers des localités avoisinantes étaient confrontés à des meurtres similaires. Pris par leur travail, ils n'étaient pas au courant des préoccupations des autres postes de la région. Nous ignorions tout des autres meurtres qui s'étaient produits pendant l'année. Nous étions concentrés uniquement sur notre cas. Mais plus le nombre de victimes augmentait, plus la police put observer une similitude entre les meurtres qui s'étaient produits partout dans l'État de la Floride. Finalement, les différents départements de police décidèrent d'unir leurs ressources. Nous avons relevé des ressemblances, comme le fait que tous les hommes avaient plus de 45 ans, qu'ils voyageaient seuls sur des autoroutes importantes. Les corps avaient tous été laissés près d'une autoroute, et leur voiture était toujours à un autre endroit. Le tueur était méthodique et constant. On avait tiré dans le torse de toutes les victimes, sauf une avec un pistolet de calibre 22, une arme à feu relativement petite. Et dans chacun des cas, le siège du conducteur avait été avancé à la position la plus rapprochée du volant. Ces indices suggéraient que le tueur était petit, assez même pour être une femme. Si cette supposition était vraie, il s'agissait d'un cas unique. Jamais on n'avait vu de femme tueur en série. Mais ça ne demeurait qu'une supposition, puisque le tueur avait été prévoyant et avait effacé toute trace d'empreinte digitale. Le 4 juillet 1990, une femme appela la police et déclara qu'elle avait vu une voiture foncer dans une clôture, puis faire demi-tour et prendre la fuite. 2 femmes se trouvaient à bord, une grande blonde et une petite brune. Quelques kilomètres plus loin, on retrouva une voiture correspondant à la description de la dame. D'autres témoins firent la description des 2 femmes. La vérification des plaques d'immatriculation révéla que la voiture appartenait à un certain Peter Sims, un missionnaire itinérant de 65 ans, disparu depuis un mois. Croyant qu'il y avait peut-être un lien entre ce cas et les autres meurtres, les enquêteurs envoyèrent la voiture à Merv Stevens du département des forces judiciaires de Floride. Le véhicule avait été nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur. L'analyste a retiré l'accoudoir et découvert juste en dessous l'empreinte d'une main ensanglantée. C'était le seul indice dont il disposait. Mais une empreinte de sang est extrêmement fragile. Les spécialistes n'avaient qu'une seule chance pour l'analyser et ainsi retracer le tueur. Aucune erreur n'était permise. Ils ont prélevé l'empreinte en tout dernier lieu. Une fois qu'ils ont découvert ce qu'ils croyaient être une empreinte de sang de couleur brun-rouge, ils l'ont photographiée en utilisant différentes techniques d'éclairage. Mais une empreinte de sang a tendance à sécher. Une fois qu'elle est sèche, elle devient fragile. Le simple fait de la déplacer ou de la manipuler peut la faire s'effriter complètement. Après l'avoir photographiée, on appliqua avec précaution du ruban adhésif transparent par-dessus. Le moindre pli risquait de compromettre l'opération. Avec le plus grand soin, le ruban fut alors soulevé. Une fois cette opération terminée, on fixa l'empreinte sur un carton blanc. Les analystes avaient réussi leur délicate opération. Ils examinèrent l'empreinte de la main et la comparèrent à celle de criminels connus dans l'État de Floride. Stevens découvrit qu'elle correspondait à l'empreinte d'une certaine Lori Grody, déjà accusée de possession d'armes. Grody était également connue sous le nom de Cammy Green et Eileen Warnes. La plupart des voitures des victimes ayant été cambriolées, les policiers enquêtèrent également auprès des prêteurs sur gage. Ils espéraient ainsi trouver d'autres indices. Chez un de ces prêteurs, ils trouvèrent un billet au nom de Cammy Green qui y avait laissé une caméra de marque peu commune et un détecteur radar. Ces objets étaient précisément manquants dans la voiture de Richard Mallory. Comme les prêteurs sur gage de Floride sont tenus par l'État de prendre les empreintes digitales de leurs clients,
Ils purent ainsi comparer les empreintes de Cammy Green à celles prélevées dans la voiture. Les empreintes correspondaient. On venait de lier l'empreinte de sang et les objets volés au mystérieux tueur. Les enquêteurs retrouvèrent la trace d'Eileen Wuornos à Daytona Beach, où elle était sympathisante d'un groupe de motards. Elle fréquentait un bar appelé The Last Resort et dormait souvent sur une banquette derrière le comptoir. Des agents doubles l'avaient à l'œil en attendant de disposer de suffisamment d'éléments pour procéder à son arrestation. Mais l'annonce d'une fête de motards de tout l'État, prévue pour le week-end suivant, obligea les enquêteurs à agir plus rapidement, car ils craignaient de perdre sa trace. Le 9 janvier 1991, les policiers procédèrent à son arrestation. Dans ses effets personnels, on trouva la clé d'une consigne qui s'avéra contenir les effets volés des victimes. L'étau se resserrait autour de Wuornos. Les enquêteurs firent des pressions auprès de ses amis pour obtenir de l'information. Elle passa aux aveux afin de les tenir en dehors de cette histoire. Elle fut accusée du meurtre de 6 hommes devant les tribunaux de Floride et reconnue comme une des premières femmes tueurs en série. En décembre 1989, Eileen Wuornos avait choisi de faire de l'autostop avec des hommes d'âge mûr, de les piéger en leur offrant son corps contre rémunération pour ensuite les tuer dans un endroit isolé. Mais pourquoi? Wuornos déclara qu'il s'agissait d'autodéfense, mais Larry Ozepa avoue ne pas y croire. Je crois qu'elle se prostituait et qu'un jour, elle a tenté l'expérience d'apporter une arme avec elle. C'était avec Mallory. Une fois qu'elle a tué ce premier homme, elle a trouvé cela facile et s'est dit « Pourquoi ne pas recommencer ?» Anne Rule a étudié des cas de femmes meurtrières. Elle ne croit pas que le vol était le principal motif d'Eileen Wuornos. Elle croit plutôt qu'elle s'est sentie abusée par les hommes et que les tuer était en quelque sorte une vengeance. Sa haine était semblable à celle des tueurs en série. De toutes les femmes que j'ai étudiées, elle est la seule qui avait une constance dans le type de victime qu'elle choisissait. Une manière de procéder qui passe d'un étranger à un autre, comme tous les tueurs en série. Après chaque meurtre, les tueurs en série perdent un peu plus de leur conscience, ce qui rend leur prochain crime encore plus facile à commettre. La seule façon de mettre fin au meurtre en série est d'encourager la collaboration entre les différentes forces policières afin qu'elles puissent comparer leurs cas et ainsi en constater les similitudes. C'est d'ailleurs grâce à cette coopération que plusieurs tueurs en série ont pu être arrêtés ces dernières années.